C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'obésité, une problématique qui touche toute la Belgique, mais encore plus particulièrement Bruxelles. À Bruxelles, l'obésité atteint 14% de la population adulte et 10% des enfants. Et nous accueillons notre invité pour en parler, le docteur Julien Minck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien de l'obésité au Chirec et coordinateur de la Brussels West Obesity Clinic. Alors, on va peut-être commencer par un point de définition. Qu'est-ce que ça veut dire exactement l'obésité? Quand est-ce qu'on considère qu'une personne est obèse? Donc, pour faire simple, c'est un calcul qui est réalisé à partir du poids et de la taille au carré. Donc, ce qu'on appelle le BMI en anglais ou IMC en français, indice de masse corporelle. Le but est donc de permettre, en faisant ce petit calcul, de pouvoir classer les gens. Donc, je pense que si je me rappelle bien, pour prendre un exemple simple, si quelqu'un fait 1m70, il faudrait qu'il soit à 101 de kilos pour avoir déjà un BMI à 35. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il est vraiment dans la classe obésité classe 2, mais déjà ça commence plus tôt. L'obésité, c'est à 30 de BMI. Donc classiquement, 25, on passe dans la catégorie surpoids, et à 30, on est déjà obèse. Alors justement, vous nous parliez de différentes étapes, phase 1, phase 2. Quand on est en surpoids, est-ce qu'on a déjà des risques qui s'aggravent dans certains types de maladies ? Alors, à partir du moment où on est en surpoids et surtout quand on est vraiment en obésité, à ce moment-là, effectivement, le risque d'avoir ces problèmes de santé vont apparaître. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est immédiat, c'est quelque chose qui est progressif avec le temps. Et donc, généralement, il faut plusieurs années pour développer des problèmes de santé. Mais c'est certain que si on fait pas un effort, si jamais on descend pas le poids, c'est certain que les apnées du sommeil vont faire qu'apparaître, le diabète va faire qu'apparaître, et tous les problèmes cardiovasculaires vont apparaître aussi, sans compter tout ce qui constitue au niveau le système ostéo-articulaire, les problèmes au genou, les problèmes au dos. Donc c'est quelque chose qui est sur la durée, c'est quelque chose qui est continu, et donc plus tôt on s'y attaque, mieux ça vaut. Alors on le disait en introduction de cette interview, les chiffres à Bruxelles sont alarmants. Quand on s'intéresse au reste du pays, on voit qu'on est au-dessus dans toutes les catégories de la population, que ce soit pour les adultes, on a dit près de 15%, les enfants 10%. Est-ce que vous savez nous expliquer comment ça se fait que dans une ville comme Bruxelles, on atteint des chiffres si élevés ? C'est pas si simple. Non, c'est pas si simple à répondre comme question. Ce sont des chiffres qui sont essentiellement sortis effectivement de Cienzano, dans l'étude qu'ils avaient sortie. Maintenant, le niveau de statut socio-économique joue énormément dessus. Peut-être dans la tradition, dans beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en fait dans les lignes de compte. Là, c'est vrai que c'est seulement le résultat de l'étude, mais c'est vrai qu'en amont, c'est très difficile de... Alors, il y a vraiment beaucoup de choses qui jouent. Essentiellement, il faut pas compter sur les problèmes génétiques, parce que ça, comme je le disais assez souvent, c'est pas ça l'avant-plan. C'est vraiment une question d'habitude. Ce sont les habitudes alimentaires. Il y a les habitudes alimentaires, oui, et bien sûr, le fait de ne pas pouvoir avoir d'activité suffisante. Et ça, je le marquais effectivement dans tout ce confinement qu'on a eu. Ça fait 2 ans que les gens sont restés chez eux, sans pouvoir bouger, en commandant par Internet, des choses faciles. On pouvait le plus télétravail, faire de sport, les salles étaient fermées. J'ai de nombreux patients qui sont venus me voir en disant écoutez, moi c'est simplement, ça fait 2 ans que j'ai plus fait de sport, la salle était fermée, j'ai pas plus. Et donc, habitude alimentaire plus diminution de l'activité physique égale, on a repris du poids. Justement, vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu aussi, peut-être pas majoritairement, mais une certaine prise de conscience durant ce confinement avec, on a beaucoup parlé des facteurs à risque du Covid. On sait que l'obésité faisait partie des facteurs aggravants, mais il y a également des gens qui sont plus sortis, qui ont plus marché. C'était une des seules activités qu'on pouvait faire, aller se promener. On aurait pu croire également qu'il y aurait eu des effets positifs de ces 2 ans de crise sanitaire. Vous ne les ressentez pas ? C'est l'inverse. Au moins, c'est clair, c'est l'inverse. Vraiment, les chiffres sont vraiment hallucinants d'imaginer la progression en quelques mois, quelques années, vraiment juste sur cette période de confinement. C'est excessivement minoritaire le nombre de patients qui m'ont dit que ils ont perdu du poids, ils ont pris confiance. Ça, j'en ai pas. Bon. C'est biaisé. Moi, je vois les patients parce qu'ils viennent me voir forcément. pour se faire opérer. Ouais. Mais de l'autre côté, j'ai des patients qui devaient se faire opérer au début du confinement. Il y en a un patient qui m'a téléphoné en disant « j'ai perdu du poids ». Voilà. Mais c'est vraiment très, 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 très exceptionnel. Mais justement, donc, les patients que vous voyez, quel traitement vous leur proposez ou quel accompagnement ? Ça va d'office passer par de la chirurgie ? Ça ne passe pas d'office par la chirurgie. Les critères sont assez clairs, il y a un arrêté royal qui fixe les choses. Donc à partir de 18 ans, il faut avoir 40 de BMI pour pouvoir bénéficier d'une intervention chirurgicale. Avant ça, on peut bénéficier si on a 35 de BMI, mais à ce moment-là, il faut l'associer à des comorbidités, donc ces problèmes de santé, qui sont déjà apparents. C'est les syndromes d'apnée du sommeil,
le diabète, l'hypertension. Si ces symptômes sont déjà apparents et sont véritablement plus cachés, mais sont déjà là, alors à ce moment-là, ils peuvent bénéficier de l'intervention chirurgicale. En dessous de ça, ce sont tout le suivi, tout ce qu'on peut imaginer comme pression avec la diététique ou le sport qu'on peut mettre autour du patient. C'est un accompagnement qu'on peut faire pour eux et que nous, on propose chez nous, qui peut permettre aux patients d'essayer de diminuer du poids. Un mot peut-être sur les enfants bruxellois. Dans les chiffres que vous nous amenez qui viennent de Cienciano, on voit qu'un enfant sur 10 ici à Bruxelles est concerné par l'obésité. Pourtant, il y a tout de même eu des mesures ces dernières années, notamment sur ce que l'on peut consommer à l'école. On n'en fait pas assez parce que on sait également qu'il faut des actions politiques pour pouvoir faire évoluer les choses. On en manque encore ici à Bruxelles ? Bien sûr, c'est une évidence, mais je pense que c'est surtout le consommateur qui doit changer les choses. Si le consommateur va changer son comportement alimentaire, inévitablement, toute l'industrie va suivre parce qu'il a changé son comportement alimentaire. Et c'est ça. C'est vrai que si on arrive dans un endroit et qu'on a faim, on va prendre le premier distributeur qui va venir. Et qu'est-ce qu'on voit dans les distributeurs ? La plupart du temps, trop salé, trop sucré et trop gras. Et ça, c'est systématique dans tous les distributeurs. Il y a une espèce de facilité à donner des choses. Le sucre, ça, c'est addictif de manière assez incroyable. Et je pense qu'on sous-estime terriblement l'importance de bien manger au quotidien. Et en termes de conseils, j'imagine que ça peut paraître assez classique, mais j'imagine que c'est manger bien, manger sain, des fruits, des légumes et bouger au maximum. C'est bien résumé. Tout ça pour éviter d'aller dans ce que Jim fait tous les jours. Voilà. J'essaye. Mais c'est important. Alors c'est vrai qu'au début c'est difficile. Ça, c'est certain, c'est difficile parce que c'est un changement de concept, un changement de vie, un changement d'habitude alimentaire. C'est très difficile de changer. Je le dis, mais si on rajoute quelque chose dans l'alimentation, c'est facile. Mais se priver de quelque chose, c'est toujours excessivement difficile. Et c'est ça. Et c'est pour ça que les gens ont besoin d'un suivi. Ils ont besoin de rencontrer quelqu'un qui les suit, qui les coach et qui leur permet d'améliorer. Merci, Dr Marc. Je crois que les conseils ont été entendus. Donc faites du sport. Et quand on fait du sport, on a moins faim. C'est vrai. Merci.